mon ami. Veux-tu un sac? Bonne lecture, bonne fin de journée. Salut. Bye bye. Un comic book, c'est une bande dessinée qui coûte pas cher à faire, qui a été faite rapidement pour une consommation de masse. Fait que ça vient du temps des années 20-30, où les artistes faisaient des strips dans les journaux. Puis il y en a eu qui ont eu l'idée de mettre ça, de faire comme un petit mini-journal, mais juste des strips pour revendre le même produit, puis rentabiliser ça. Puis c'est de leur vendre pas cher. C'était du papier journal super cheap, là, qui n'était pas fait pour durer. Puis ça a été populaire, ça a pogné. Puis au fil des années, le produit a évolué avec la technologie puis tout ce qui est arrivé dans l'histoire. Où ce qu'aujourd'hui est quand même plus dispendieux qu'il l'était, puis c'est plus un produit de qualité c'est plus du papier journal, c'est du papier glacé puis tout ça. Auparavant, les publications étaient seulement dans les stands à journaux ou les dépanneurs puis tout ça. Début 80, ils ont commencé avant, il y avait des boutiques de BD, de comic book aux États-Unis qui vendaient des anciens numéros parce que ça se trouvait pas. Là, on se rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas d'eBay, il n'y a pas rien de ça. Fait que si tu veux trouver des anciens numéros, si tu n'as pas des chums qui en veulent plus, qui en ont dans leur sous-sol, puis tout ça, il fallait que tu cherches. Mais il y a quelqu'un, à quelque part dans ces années-là, qui a trouvé que c'était une bonne idée d'aller cibler ces magasins-là qui existaient déjà, puis faire de la distribution directement aux lecteurs dans ces endroits spécialisés-là. On attire notre clientèle parce qu'on est. Moi, j'aime les livres. C'est l'intérieur, c'est pas oui, la couverture puis tout ça, mais c'est les aventures du personnage que les créateurs ont réalisé au fil des années puis tout ça, qui est l'intérêt. Puis les gens viennent ici, puis on jase, on s'échange nos commentaires sur ce qu'ils font, puis tout ça. Fait que j'ai beaucoup de lecteurs qui viennent à mon magasin. Mais il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui associent la bande dessinée à une lecture pour les enfants. Ce qui n'est plus. C'est la perception encore qui est là que je remarque. Là. Pourtant, le produit a beaucoup évolué avec la clientèle, avec les lecteurs plutôt, au fil des années. J'ai même des clients qui sont à retraite. Là, puis les histoires sont vraiment pour les adultes beaucoup de choses politiques, intrigues internationales, espionnage, des thèmes que les jeunes ne comprendront pas. Ça a changé beaucoup quand tu es de l'autre côté du comptoir. La passion reste, mais tu ne vis pas la même chose. En 91, j'ai un copain qui ouvrait un club vidéo, puis je l'avais aidé dans sa démarche. J'avais fait la programmation pour son entreprise, puis tout ça. Puis il savait que j'aimais la bande dessinée parce qu'on parlait de ça souvent, etc. Puis il m'avait dessiné sur un bout de boîte de pizza, m'avait mis au bout du comptoir, là, tu peux mettre un rack avec des bandes dessinées. Là. Fait que finalement, ça a commencé comme ça. J'ai commencé à vendre de la bande dessinée dans son club vidéo pendant un an et demi de temps. Puis je me suis monté une clientèle comme ça, avec le peu d'espace que j'avais. J'ai souvent la remarque, « Ah, c'est le fun, tu passes tes journées à lire, tu as accès à tout. » Non, souvent, je peux être 2 semaines, 3 semaines à pas en ouvrir un parce que c'est vraiment servir sa clientèle. On évalue des vieux livres, on achète des collections, on se déplace, on prépare des événements comme les Free Comic Book Day ou autres. Là. Fait que, non, puis mes collections, je les ai pas mal toutes investies quand j'ai décidé d'ouvrir, ben là, j'étais là pour la clientèle. Fait que j'ai investi toutes mes collections, à l'exception d'une, Captain America, qui est mon personnage favori depuis que je suis petit. Parce que sinon, si je continuais toutes mes collections, bien, tous les items intéressants, je les amènerais tout le temps chez nous. Le client le voudrait, puis ben moi, je l'ai le mien, mais je te le vends pas. Non, ça fonctionne pas. On est là pour le client. C'est mon cœur qui fait marcher mon magasin. Fait que c'est comme je vous dis, c'est beaucoup des lecteurs là, qui viennent ici pour jaser. Ce comic-là, ma mère m'avait acheté ça quand elle avait comme 8-9 ans. Là.
Mon nom est Rosaire Fontaine et je suis un collectionneur. J'ai découvert la bande dessinée à mon très jeune âge, avec les dessins animés, Les Merveilleux Surhommes, puis L'Homme Araignée. J'ai découvert les super-héros, puis aussi les publications héritage qu'on trouvait dans tous les dépanneurs du Québec. Fait que je suis devenu un fanatique des super-héros à ce moment-là. Dès le départ, j'ai été attiré vers les vieux comics. Je regardais ça, je voyais les vieux comics vendus initialement 12 cents des années 60, puis j'ai été attiré vers ces comics-là. Fait que j'ai commencé à chercher ces comics-là, même en 89. J'ai beaucoup de souvenirs attachés justement aux comics, tout ça. Puis les comics d'une autre époque qui ont comme mis à part l'histoire qu'on retrouve entre les deux couvertures. Ce comic-là, il y a une autre histoire aussi. Il y a le contexte de l'époque où il a été publié. Les valeurs qui étaient véhiculées, les publicités. Le contexte historique de ces vieilles bandes dessinées-là m'attire beaucoup. J'ai un travail très normal, tout ça. Je ne fais pas un salaire qui me permet de faire des folies. Et puis, j'en suis venu à me donner à réfléchir là-dessus, puis avoir l'idée de, des fois, revendre des trucs qui m'intéressaient moins ou que j'avais en double pour pouvoir utiliser ces sous-là pour subventionner, si on peut dire, ou pouvoir avoir les moyens de me payer les choses qui m'intéressaient réellement. Puis, plus on avance à travers les années, puis plus les choses qui peuvent m'intéresser sont difficiles à trouver. Puis quand difficiles à trouver, puis quand on les trouve, ils sont plus dispendieux à acquérir. On peut avoir des rêves de posséder tel comic, je pourrais dire, ah, j'aimerais savoir Amazing Fantasy 15, première impression de Spider-Man. C'est un comic-là qui est convoité par des dizaines, voire des centaines de milliers de jeunes à travers le monde. Il y en a peut-être seulement quelques milliers d'exemplaires qui ont survécu. Puis la plupart des copies qui ont survécu, ils ont été lues par des gamins de 8 ans, puis ils ont été pliés, puis ils ont été mis dans leur poche, puis ils ont survécu comme ils ont survécu. Il y en a quelques copies qui ont survécu en état splendide, qui se monnaient des fois pour des fortunes, des centaines de milliers de dollars. Mais parallèlement à ça, par contre, en cherchant un peu, sur Internet ou tout ça, c'est sûr qu'on trouvera jamais ce comic-là pour 5 évidemment. Mais, je veux dire, une copie en low grade peut être achetée pour quelques milliers de dollars, peut-être 5 à 10 000 5 à 10 000 ça reste énormément d'argent, mais ça reste une somme qui est abordable de nos jours. Tu sais, je veux dire, il y a plein de monde qui vont s'acheter une voiture, tout ça, qui vont payer 30 000 sur le financement, puis que 5 ans plus tard, ils vont la revendre pour 2 000 tu sais, puis c'est... Tu sais, ton comic, au moins, peut-être qu'il te coûte cher, mais lui, il va continuer à apprécier en valeur, tout ça, quand même. Et il y a des dizaines, voire des milliers de personnes, probablement même ici, même au Québec, tout ça, qui ont été collectionneurs un bout de temps, qui ont ramassé des comics, puis qui ont adoré ça plus que tout au monde, le temps qu'ils l'ont fait. Mais à partir du jour où ils sont désintéressés de ça, des fois, ça peut être ils sont mariés, ou ils ont des enfants, ou ils sont devenus des fanatiques de hockey, ou ils ont d'autres passions vraiment qui ont pris toute la place. Les comics, ils sont ramassés dans le garde-robe, ou ils sont ramassés dans le hangar, puis j'en ai plus rien à cirer. Puis au bout de la ligne, ils vont les vendre dans une vente de garage, ou ils vont les vendre dans une boutique spécialisée, ou ils s'en défont, parce que ça n'a juste plus vraiment de place dans les histoires. Tu disais que Spider-Man était ton super-héros préféré. Pourquoi? Pourquoi plus Spider-Man qu'un autre? Parce que je m'identifiais à Peter Parker quand j'étais gamin. J'étais un garçon très, très, très timide. Puis, très timide. Puis, je me faisais beaucoup... j'étais pas très populaire à l'école. Puis, je me faisais beaucoup taquiner par les autres jeunes, tout ça. Je dirais pas, c'est pas du tout comme comme on voit de nos jours, les agressions physiques, toutes ces choses-là, mais c'était difficile pour moi. La bande dessinée, les comics, pour moi, c'était un univers merveilleux parce que ça m'aidait à passer à travers ces moments-là. J'avais pas beaucoup d'amis, fait que
Puis Peter Parker, dans les vieilles histoires, eh ben, il était un peu comme ça. Il allait à l'école, puis il se faisait humilier, puis tout ça. Puis il a eu ces merveilleux pouvoirs-là, puis il est devenu fort. C'est la fantaisie un peu que les jeunes vont avoir en voyant les enfants vont voir en voyant ces super-héros-là qui peuvent tout accomplir avec leurs poings, puis avec leurs super-pouvoirs, tout ça. Tu sais, il pète la gueule, ce maudit-là qui arrête pas de m'écœurer, il lancerait un rayon. Mais c'est ça quand même. C'est toutes des fantaisies, c'est des rêves. Les comics, c'est comme un monde de rêve aussi. Un comic héritage, c'est une traduction d'un comic américain. C'est un comic, bon, c'est une compagnie qui a fait ça dans les années 70, plus précisément au début des années 70, fin 60. Et c'était des traductions en noir et blanc des comics américains, Marvel, DC. Et pour nous, jeunes Québécois, ben, c'était un moment qui était marquant dans notre enfance. Et ça en a marqué beaucoup pour la vie. Les 6 premiers, dont le Fantastic Four 1, Hulk 1, 2, 3, Spider-Man 1 et 2, ont été faits en couleur. C'est ce qu'on appelle, pour ça on les appelle les 6 premiers couleurs, et ont été faits aussi en espèce de petit papier fragile, papier journal, très très proche d'un journal conventionnel, et avec un tirage ridicule. Alors, aujourd'hui, ils valent beaucoup. C'est des comics qui valent le plus cher de la collection Héritage. Ils sont extrêmement recherchés. Aussitôt que quelqu'un trouve quelques comics de cette période-là, des premiers couleurs, va le vendre instantanément, si tu le vends, ou même de le collectionner, c'est une bénédiction de l'avoir. Mais le Saint Graal de tous ces comics-là n'est pas un comic de cette période-là. C'est ça qui est le plus ironique. C'est un comic de la dernière période, une des dernières années, en 1984, qui est le Vengeur 139. Et le pourquoi? Héritage avait décidé que la série Vengeur allait arrêter au numéro 138. Alors, ils ont tiré à plug au numéro 138, mais ils se sont aperçus, ils se sont pas aperçus, ils étaient en train de publier, d'imprimer le numéro 139 qui était sur la presse. On dit, stop the press. On arrête tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, il y a beaucoup d'histoires par rapport à qu'est-ce qu'ils sont devenus, mais ce qu'on a su de droite à gauche, ça aurait été de donner un emploi aux employés, ensuite donner de main à main, où il y aurait eu un jeune qui serait passé là, puis il aurait reçu quelques copies aussi de ce Vengeur 139-là. Et aujourd'hui, c'est sûrement le comic le plus rare de la collection, et le plus cher, et le plus recherché, sauf que ça vaut quasiment pas la peine de le rechercher, parce qu'il est introuvable pratiquement. Mais il existe, le comic. Lorsque ça s'est terminé en 87, la génération qui lisait Comic Héritage en 1987 avait à peu près 17, 18 ans, 16, 17, 18, 19, dans cette période-là. Et beaucoup plus intéressé par les filles et par les jeux vidéo que les comics. Alors, il y a eu vraiment une baisse dans cette génération-là, et une baisse d'intérêt pour ces genres de comics-là, et Héritage a mis la clé dans la porte pour les super-héros. Et qu'est-ce qui s'est passé, à mon avis, personnel, 20 ans plus tard, c'est que maintenant qu'on est bien assumé, qu'on a tous 40 ans au-dessus, il y a eu une nostalgie qui a ressurgi envers le passé, envers nos années, justement, nos années 70, avec les comics héritages, avec ce qu'on regardait à la télé, L'Homme de 6 millions, ou tous les trucs de super-héros à la télé de ces années-là. Alors, je pense que la génération X est une génération nostalgique de son passé, d'une époque qui est disparue et qui essaie d'en conserver un morceau. Je crois qu'en allant chercher les vieux comics, même s'ils sont en noir et blanc, s'ils sont traduits tout croche, who cares? C'est de les avoir en main, de se remémorer un moment fort. Parce que d'avoir même le même comic en anglais, en couleur de Marvel, ne donne pas la même sensation qu'avoir le vieux comic héritage qu'on avait avec les vieilles annonces de Patoff ou les publicités québécoises à l'intérieur. Alors, je pense que c'est vraiment une question de nostalgie à la base. L'idée du guide, à la base, vient de moi et Alain Salois, on avait une multitude de questions. Alors, l'idée était tout simplement de se démêler. Alors, on a commencé à se faire une base de données à deux. Puis plus ça allait, plus ça devenait exhaustif. Alors, au bout de quelques années, on est arrivé au bout, puis là, on s'est dit, on va-tu plus loin un peu? On a rencontré Rosaire Fontaine, qui était le troisième avec lequel on a travaillé sur le guide, qui, lui, il nous a poussé plus loin. Il voulait faire des articles.
puis aller faire des entrevues. Puis là, on a commencé à dire, OK, là, on parle de quelque chose de sérieux. Fait que là, c'est devenu un livre. Alors, ce qui était au début simplement qu'une base de données pour s'aider entre collectionneurs est devenu un livre. Et alors, on a travaillé ça pendant à peu près 7 ans ensemble. Et à la fin, lorsqu'on pensait avoir terminé, on a rencontré Jean-François Hébert pour le faire corriger simplement et donner son avis. Il a passé le guide, il a pris ça pendant 1 mois, il a lu ça, il est revenu. Quand on l'a rencontré, il y avait à peu près 12 pages de correction, 12 pages d'idées nouvelles. Là, il nous expliquait ça pendant 3 heures. Au bout de 3 heures, on avait la gueule à terre. On s'est dit, OK. On s'est regardé et on s'est dit, on rentre ce gars-là dans l'équipe. Ça a vraiment fait le plaisir de ben des gens par rapport à tout, comme j'expliquais, le nombre de questions qui ont été répondues dans le guide. Et toutes les facettes des éditions Héritage, je crois, ont été expliquées dans cet ouvrage-là. Le guide est épuisé depuis un bon moment. Le print a été, le tirage a été de 500 et on ne voulait pas en faire vraiment plus que ça. On croyait que 500 allait être suffisant pour combler le marché et effectivement, ça l'a été. On reçoit beaucoup d'emails encore, des gens qui nous félicitent sur le travail, qui sont tellement heureux d'avoir ça. Des gens, parce que pendant longtemps, ça a été une chimère d'avoir ça, d'avoir ces questions-là. Jamais on pensait, ben, moi le premier, jamais je croyais qu'un jour un ouvrage comme ça allait être publié sur les éditions Héritage. C'était simplement un beau rêve. On s'est décidé à le faire parce que je pense que si j'avais attendu après, il ne serait jamais sorti. Alors, c'est pour ça qu'on l'a fait. Alors, beaucoup de gens sont reconnaissants envers ça. This is Sparta! Comic-Con, c'est une réunion de, comment on dit en anglais, pop culture. Bande dessinée, films, TV, animé, jeux vidéo, Jap animation, jeux de cartes, toutes ces formes de pop culture dans un événement. C'est ça le Comic-Con. Il y a 20 ans, c'était surtout des jeunes âgés de 20 ans et moins. Mais maintenant, on a tous grandi avec des émissions comme Star Trek, Buffy et Star Wars. Et la nouvelle génération est vraiment entre 20 ans et 40 ans. Ça, c'est la plupart des personnes. Officiellement, c'est notre 5e année. Au début, on faisait des petites un jour conventions dans des hôtels. Et il y avait comme 200, 300 d'assistance. Mais on a commencé à évaluer il y a 5 ans. Et un bon événement, 2 jours, 800 personnes. Deuxième année, on est rendu à 2500, 8000. L'année passée, 13 000. Et cette année, on va dépasser les 20 25 000. À Montréal, on est très distinct comme société. Alors, on essaie d'incorporer le côté francophone, côté anglophone, et on essaie de faire un produit qui est un bon mix des deux. Et c'est pour nous assez unique comme événement. Un jour, j'aimerais que le festival atteigne 5-6 jours, un niveau international. Je pense que Montréal est assez fait pour accueillir un événement de cette statue. Entre 50 et 60 000 personnes. Chaque année, on grandit avec la publicité et patience. Patience, fort travail et le monde, une fois que le monde soit introduit à cette forme de entertainment, il revient à chaque année. Le Comic-Con, c'est fait pour ça. Il n'y a pas beaucoup d'occasions dans l'année comme ça où on peut sortir des costumes puis des personnages, mais le Comic-Con, c'en est une. C'est bien. En fait, c'est ma première expérience cette année, fait que je suis vraiment content.
Il y a plein de kiosques super intéressants. Il y a les voitures, c'est cool, c'est vraiment le fun. Ben, je trouve ça grandiose, je trouve ça fou, je trouve ça wow de voir les gens qui se donnent pour faire des costumes vraiment, vraiment fabuleux avec les détails et tout ça. Non, je suis vraiment impressionnée et agréablement surprise. Moi, je capote ici. Ben là, je vois rien en ce moment, mais en tout cas, c'est fou. Je tripe au bout. Je suis passé ma journée à genoux à me faire photographier. Puis, en tout cas, moi, j'adore ça. C'est l'univers, puis les gens qui tripent ici, c'est vraiment le fun. Mais mets la couleur. Mets la couleur sur celle-là. Bon, ben, c'est ça que je vais faire. Ça va pas être très long. Ok, je pensais que tu voulais faire le chandail bleu. Bonjour, mon nom est Véronique Leduc, je suis scénariste de la bande dessinée Harlequin. Moi, c'est Patrick Delorme, puis je suis illustrateur d'Harlequin. D'après ma mère, qu'est-ce qu'elle m'a raconté, c'est que c'était à l'âge de 4 ans que je lui ai dit que je voulais, quand je serais plus grand, je voudrais faire une bande dessinée. Puis, ça n'a jamais lâché parce que j'ai toujours dessiné. J'ai toujours fait ça comme hobby, dans le fond. Puis, c'est devenu plus sérieux quand quand j'ai eu à peu près l'âge de, je dirais, 12 ans, 14 ans. C'est là que j'ai commencé vraiment à faire mes propres personnages. Harlequin a vu le jour exactement à l'âge de 16 ans. Okay. C'est là que j'ai commencé à le dessiner. Il n'était pas tout à fait comme il est là présentement, parce qu'il s'est affiné avec le temps, avec la rencontre de Véronique, parce que quand on s'est mis à deux sur le projet. C'est sûr que quand j'étais tout petite, j'écoutais les comics Wonder Woman, c'était mon idole. Mais moi, ce que je voulais vraiment, c'était écrire un livre. Alors, on a fait un compromis. Moi en écrivant, puis Patrick en illustrant. On a travaillé pas mal fort parce que moi et Véronique, on a toujours pas mal de travail en même temps. Puis finalement, on a amassé nos sous, on a eu les commanditaires, les investisseurs, tout ça. Puis avec ça, j'ai réussi à réaliser, moi et Véro, on a réalisé un rêve ensemble. Puis on a donné vie à Harlequin. Je voulais pas avoir un personnage qui était typiquement action, ou qui avait pas d'histoire ou de contenu. Parce que il y en a beaucoup il y a des personnages qui sont vides d'histoire, qui sont vides d'émotions. C'est faire exploser des voitures puis faire exploser. C'est sûr, c'est le fun. Ça en prend dans une histoire, il faut de l'action, mais il faut aussi un côté qui se tient puis un côté émotion que je trouve que Véronique apporte beaucoup plus à l'histoire. Mais ce que je voulais dire, dans le fond, tout à l'heure, c'est qu'on se complète beaucoup. Moi, je vais apporter une idée, puis Patrick va renchérir. Si lui apporte une idée, moi, je vais renchérir. On dirait que ça nous... ça nous motive. Oui, c'est ça. Je peux pas vous dire que des prises de bec ou des soirées à chicaner, ben c'est sûr qu'il y en a. On est un couple. Non, mais c'est vrai. Non, mais on chicane pas. C'est rare qu'on chicane. Niveau la BD, c'est rare. Il n'y a pas de... On est un couple normal, comme tout le monde. On n'est pas parfait. Puis, mais par contre, on s'adapte. On a toujours... Puis là-dessus, niveau créativité, moi et Véro, je crois qu'on est toujours pas mal sur la même longueur d'onde. On travaille ensemble. Le personnage, on l'a travaillé. C'est Véro qui crée l'histoire de A à Z. Mais c'est sûr que même pour moi, que ce soit pour mes dessins à moi, des fois, je vais demander mon plan de vue, tu préfères-tu comme ça? Ou, on travaille vraiment à deux. La BD, elle se fait vraiment tout ensemble parce que comme on n'a pas toute une équipe en arrière pour donner un feedback ou un background au personnage, c'est vraiment nous autres, la créativité. Puis pour le premier numéro, on avait engagé un coloriste pour nous aider. Parce que là, avec le travail puis tout, on commençait à manquer de temps. Parce que veut pas, ça nous prend énormément de temps. On a chacun nos travails respectifs. On a nos 3 enfants. Puis ça fait des journées assez courtes. Pour le sommeil, je veux dire. On veut refaire pour le Comic-Con de l'année prochaine. Puis juste avec les gens, la motivation que les gens ont apportée. Il y a des gens qui sont venus acheter notre BD le vendredi, qui sont venus le samedi matin pour nous dire qu'ils avaient apprécié la BD quand les portes ont ouvert. L'expérience était vraiment, là, c'est 10 fois plus que j'aurais pensé. Parce qu'au début, ce qu'on s'est dit, moi et Véronique, on savait pas à quoi s'attendre à l'arrivée du Comic-Con. J'ai dit, quand on est connu, on a une expérience dans le domaine, nous autres, on était les premiers arrivés. Là. On arrive, puis c'est comme... on se demande qu'est-ce qui va se passer. On va-tu en signer? On va-tu signer des autogrammes? On va-tu en vendre? On savait rien. C'est dur à expliquer parce que j'ai dit c'est un rêve d'enfance.
Puis j'ai dit, tu sais, j'ai de la misère à le croire Que ça se réalise. que ça se réalise. Tu sais, j'ai dit, qu'il y ait une personne qui aime mon personnage, tu sais, c'était déjà c'était merveilleux. Là. J'ai dit, au moins, j'ai quelqu'un qui a aimé ce que j'ai fait. Tu sais, tout le monde, quand on lance un produit, on espère avoir au moins quelqu'un qui va dire, hey, moi, j'aime ce que tu fais. Là, ce qu'on vise, c'est le marché aussi américain. On aimerait ça vraiment, là, que de partout dans le monde, les gens puissent connaître Harlequin. Ça, c'est sûr que c'est vraiment notre but.